Investir dans l'immobilier, c'est bien, mais en période de turbulence, il y a des points de vigilance. Quelles sont les pistes de réflexion? Quels sont les bons conseils pratiques? Eh bien, c'est ce que l'on va voir avec nos experts. Figaro Imo, c'est parti. Deux invités pour nous éclairer, pour nous donner de bons conseils pour investir dans l'immobilier. C'est le thème de l'émission aujourd'hui. Conseils pratiques, on est très heureux de recevoir. Tout d'abord, Maître Thierry Delsalles, bonjour. Bonjour. Porte-parole des notaires du Grand Paris. Et Stéphane Descartier, bonjour. Bonjour Olivier. Fondateur de la Maison de l'Investisseur. Alors, question d'introduction à tous les deux. On est dans une période, on peut le dire, d'incertitude à la fois économique, sociale, de manque de visibilité, de hausse des taux d'intérêt, de crise du logement. Quel sens, tous les deux, vous donnez à l'investissement immobilier? Est-ce que ça a du sens, l'investissement immobilier? Stéphane? Oui, l'investissement immobilier a toujours du sens parce que on se rend compte là déjà en cette rentrée qu'il y a un assèchement du parc locatif qui est incroyable, qui est du jamais vu. Tous les sites notent à peu près qu'il y a 30-40% d'offres en moins locatives, alors qu'il y a une demande qui est 40-50% en plus. Donc ça coince déjà et le pire est à venir, hein, malheureusement, puisque notamment les normes HCSF qui font que les investisseurs sont vraiment à la peine, doublées du fait que les primo-accédants ne primo-accèdent plus, donc ne libèrent pas leur logement locatif. Bien sûr, l'augmentation des taux, bientôt des centaines de milliers de passoires thermiques qui vont sortir du parc. Donc voilà, on est déjà dans une situation d'extrême tension et le pire est à venir. Donc ça implique notamment pour ceux qui peuvent encore investir des perspectives de voir des loyers augmenter quand même considérablement parce que là voilà, hein, quand l'offre se raréfie, les prix augmentent, non pas les prix de vente, mais en tout cas les prix de location. Donc voilà, c'est terrible, mais l'investissement locatif, notamment en termes de rendement, a de beaux jours devant lui, puisque les loyers vont explosent déjà dans certains secteurs, et ça va être ce mouvement ne pourra que s'amplifier. Bon, on verra, et tout à l'heure, notamment avec vos bons conseils, Maître Delsalles. Alors vous, votre j'ai envie de rebondir en disant oui, mais alors attention aux zones, parce que c'est vrai que si vous investissez par exemple à Paris où les loyers sont contraints, oui, bien sûr. Il y a pas mal de villes où les loyers sont contraints, les loyers malheureusement pour les propriétaires qui veulent investir en locatif ne vont pas exploser. Mais il y a beaucoup d'endroits en France où il est encore très bon d'investir, où il y a encore des bonnes affaires à faire. On me posait encore la question récemment de quelqu'un qui voulait investir à Bernay. Vous savez, c'est en Normandie. Bien sûr, oui. Et à Bernay, un petit immeuble où il y avait trois logements. Le calcul était assez rapide à faire. Il y a énormément de demandes locatives. Les prix n'ont pas encore explosé. Ils ont beaucoup monté, mais ils n'ont pas encore explosé. C'est une ville qui est en pleine mutation. Eh bien, c'est un rendement à 12%. Bon, oui, 12%. Ouais. 12%, c'est pas si mal que ça. Ouais. Voilà. Et alors, c'est vrai qu'investir dans l'immobilier, ça c'est pour le locatif. Il y a encore toujours l'effet de levier du loyer qui rembourse l'emprunt. C'est quand même, c'est pas le cas que quand on investit dans l'assurance vie ou autre action. Et puis pour soi tout simplement, pour son logement, parce qu'il faut bien se loger. Et donc, oui, c'est aujourd'hui l'immobilier a toujours été ce refuge, je veux dire, pour la retraite. C'est une valeur refuge pour la retraite. C'est ce que je crois les Français ont en tête encore aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de freins. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de freins, mais c'est toujours pareil. Si vous comparez, quand vous voulez y aller, votre loyer actuel qui est souvent en augmentation et votre emprunt, bon, en région parisienne, c'est pas tout à fait favorable en ce moment, mais dans d'autres endroits en France, on est encore très bon en comparant le loyer et l'emprunt qu'on peut avoir pour s'acheter son logement. Alors justement, on va rentrer dans le concret, on va voir avec tous les deux là-dessus vos conseils et vos pistes. Alors tout d'abord Stéphane, situation est compliquée, mais on garde espoir. Ceux qui ont en tout cas la capacité, qui souhaitent investir aujourd'hui dans l'immobilier, quelles sont tout d'abord vos règles d'or ? Alors, les règles d'or qui sont encore plus vraies aujourd'hui, notamment, il y a le fait, je pense, d'investir sur un marché qu'on connaît.
Parce que je suis toujours étonné de un petit peu le marronnier aussi de la presse parfois patrimoniale, de dire voici les villes où investir, les meilleures villes où investir, etc. Donc bon, c'est souvent effectivement vrai, étayé, etc. Mais parfois on vous conseille d'investir, ou certains vendeurs vous proposent parfois des biens, des immeubles de rapport, alors en Normandie ou ailleurs, mais loin de chez vous, sur des marchés qu'on ne connaît pas, et avec effectivement, moi je conseille toujours d'investir quand même proche de chez soi, ou alors sur un secteur sur lequel on a une logistique, mais en tout cas un secteur que l'on connaît. On connaît quelqu'un, ou alors de toute façon aller sur place. Voilà, aller sur place, ça c'est une évidence, mais un marché qu'on connaît, dont on connaît les prix, dont on connaît la pression locative, et sur lequel aussi on peut soi-même intervenir. S'il y a des petits problèmes d'impayés, de retard, de départ à la cloche de bois, et j'en passe. De fuite d'eau, etc. Je dirais la problématique est tellement parfois ubuesque concernant le droit, les devoirs des propriétaires vis-à-vis des locataires, etc., que même si on a un gestionnaire, parfois il faut reprendre la main soi-même pour se rendre compte d'un certain nombre de choses. Donc voilà, donc je conseille toujours d'investir sur un marché qu'on connaît et proche. Ça, c'est la base. Sur les points de vigilance. Alors les points de vigilance aujourd'hui, c'est notamment attention aux travaux, et notamment des travaux qui ne dépendent pas forcément de vous, mais de la copropriété. Et notamment, il y a aujourd'hui des copropriétés, notamment des années 60-70, qui sont extrêmement compliqués parce que les gros travaux arrivent, c'est du chauffage fioul, c'est mal isolé, donc ce sont effectivement des copropriétés sur lesquelles il va falloir beaucoup investir en tant que copropriétaire. Donc ça, c'est un peu compliqué aujourd'hui, donc il faut être très prudent. En tout cas, si on s'engage vers ce type d'investissement, bon, vous voyez, le bloco, c'est un peu années 60-70, c'est aujourd'hui, il y a des opportunités parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et les travaux font très peur. Mais si on va vers ce type de résidence, il faut prévoir en amont un budget de travaux conséquent et provisionner d'ores et déjà un budget de travaux conséquent pour les travaux à faire dans votre lot, mais aussi ceux qui vont arriver inévitablement sur la copropriété, notamment pour la sortie des passoires et la réglementation sur les passoires thermiques, etc. Heureusement, la transparence arrive. Vous avez le PPT, vous savez, le plan pluriannuel de travaux qui est en train de se mettre en place petit à petit en France. C'est long, mais effectivement, ça arrive. Y est, dans 2 ans, ça sera tous les immeubles qui seront concernés et la transparence sera là. Ça va amener de la clarté. Investir en copropriété, on saura combien il y a de travaux à faire. Tout à fait. Les secteurs porteurs. Alors les secteurs porteurs, toujours en Île-de-France, ça peut être encore et toujours les petites surfaces, parce que il y a une très forte pression locative sur les petites surfaces, et le marché est tellement quand même, on en parlait, le marché de l'investisseur est très compliqué, notamment pour des problèmes de financement, donc le marché est mou. Et ce que je vois, c'est qu'il commence à y avoir des opportunités quand même très nettes sur les biens imparfaits, les biens avec défaut. Notamment, on rappelle ce que c'est que les biens avec défaut. Alors voilà, c'est typiquement le rez-de-chaussée un peu sombre, le 6e sans ascenseur, ou notamment un appartement dans le blocos années 60-70. Bon voilà, ça sont des biens sur lesquels aujourd'hui il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas d'offre, donc c'est un marché qui est collé. Et quand il n'y a plus d'acheteurs, c'est là où les opportunistes peuvent se positionner, parce que vous avez toujours des vendeurs contraints par les divorces, les successions, les déménagements, etc. Donc ces vendeurs contraints vont finir par craquer, malheureusement. Donc là, il y a des opportunités sur un marché qui est effectivement aujourd'hui totalement atone. Il y a des opportunités pour des investisseurs qui vont pouvoir attaquer avec des offres très basses et qui parfois vont pouvoir passer. Et notamment, c'est peut-être aussi le moyen dans les secteurs qui sont plafonnés en termes de loyer, d'acheter avec de fortes décotes aujourd'hui. Plafonné ou encadré ? Oui, plafonné, notamment à Paris. Mais il y a des opportunités pour aller chercher plus de rendement. Aujourd'hui, ça ne durera peut-être pas, mais sur des biens justement avec défaut où il n'y a pas d'acheteurs, parce que globalement, les loyers plafonnés, tout le monde se met au taquet. Et il n'y a pas une différence forte entre un rez-de-chaussée ou un 3e parfait. Donc finalement, tout le monde se met au taquet. Mais si vous achetez 30 ou 40% moins cher que l'appartement parfait, vous avez 30 ou 40% de rendement supplémentaire. Donc voilà, ça peut être une opportunité. En ayant en tête plutôt le meublé ou une location Oui, du meublé, plutôt du meublé, effectivement. Ouais. Pour l'instant, la fiscalité est quand même plus attrayante sur le meublé, notamment. Sur l'évolution des prix.
Alors, évolution des prix, je pense que les prix vont continuer à baisser et je pense qu'il y a aussi un phénomène qu'on voit, que je ne suis pas le seul à voir, mais un phénomène qui s'était déjà produit en 2008, en 2013 et encore plus en 91, c'est qu'il y a une baisse cachée des prix en réalité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a moi je le vois sur mon stock de vente et sur ce qui ne se vend pas, comme je disais tout à l'heure, il y a une surreprésentation des biens parfaits dans les ventes d'aujourd'hui, parce que les acheteurs sont fébriles, donc ils achètent des valeurs sûres, ils achètent du zéro défaut. En fait, le produit qui se vendait 110 hier, il se vend 95 aujourd'hui. Donc on a l'illusion d'une baisse seulement de 5-6%, notamment dans les grandes métropoles, mais ce qu'on constate, ce que tous mes confrères constatent, c'est que compte tenu qu'il n'y ait que des biens parfaits aujourd'hui qui trouvent preneurs, et bien finalement il y a une baisse cachée et qui devra, je pense, apparaître un petit peu plus clairement d'ici la fin de l'année, début 2024, où là, notamment par rapport aux vendeurs contraints, je pense qu'on aura l'apparition de la véritable baisse des prix qui sera plus nette, je pense, au moins début 2024. Ouais, ce que vous appelez, Stéphane, les prix cachés, donc aussi de bien avoir ça en tête, de bien regarder, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, sur les prix cachés, non, Maître de Le Salle, les notaires de Paris, où en est-on au niveau de l'évolution des prix dans la capitale? Alors, on va voir notamment une infographie. Oui, c'est toujours l'éternelle question. Est-ce qu'on passe au-dessus ou en dessous de la barre symbolique des 10 000 euros, Mais c'est une barre symbolique parce qu'en réalité, quand on regarde dans les quartiers ou dans les arrondissements, il y a plein de quartiers où on est encore largement au-dessus de 10 000 euros et il y a des quartiers où on n'a jamais dépassé les 10 000 euros. Mais bon, on aime bien les moyennes et donc voilà, ça c'est une moyenne symbolique et ça faisait 1 an que pas mal d'observateurs disaient si, ça y est, on est passé en dessous de 10 000. Nous ne l'avions pas constaté. Nous allons la constater en novembre. Novembre, donc sous la barre symbolique des 10 000 euros par mètre carré en moyenne. Absolument. Les avant-contrats des notaires de Paris, effectivement. C'est une info. C'est une info. On va passer en novembre aux alentours de 9 960. Enfin, c'est pas encore. On est encore en train d'agréger tout ça. Ce qui veut dire un décrochage déjà au niveau des transactions, beaucoup moins de transactions, de ventes d'appartements à Paris. Alors oui, mais j'ai envie de dire que Paris se défend pas si mal que ça. C'est un marché un peu compliqué à comprendre parce que Paris, il y a eu quand même énormément de transactions il y a 1 an. C'était vraiment on n'avait jamais vu ça. On était à 42 000 transactions, alors qu'habituellement, on est plutôt aux alentours de 38 000 transactions par an à Paris. Donc, c'était énorme. C'était du jamais vu. C'était vraiment des années records comme on ne l'avait pas enregistré depuis les années 90. Quoi. Et là, c'est vrai qu'il y en a moins. Mais on est dans une année à peu près moyenne, on va dire. On va être dans les 36, 37 ou 38 000 transactions. Donc c'est pas catastrophique. Par contre, c'est vrai que petite couronne, grande couronne souffrent davantage en termes de volume. Là, oui, il y a des décrochages beaucoup plus importants et sur toutes les maisons. Sur l'évolution des prix, ça devrait continuer de baisser comme ça progressivement. Oui, c'est-à-dire que là, on a enregistré jusqu'à présent une baisse. C'est assez facile à retenir parce qu'en ce moment, c'est tout secteur confondu. D'habitude, il y a toujours maison, appartement, petite couronne, grande couronne ou Paris. On a du mal à s'y retrouver. Là, c'est moins 5% de prix partout. Maison, appartement, petite couronne, grande couronne, Paris, c'est moins 5%. Et on est en train de passer à moins 6%. Bon, ce qui n'est pas... Voilà, mais et ça, c'est vrai que si on ajoute à l'inflation, c'est davantage en réalité que moins 5 ou moins 6. Parce que pendant ce temps-là, l'inflation, comme vous le savez, elle est de 5%. Donc, il y a, c'est vrai, une inversion de tendance qui n'est pas partout en France. Hein. Là, je vous parle de l'Île-de-France. Ouais. En France, il y a encore des quartiers, enfin des coins où les prix se maintiennent, voire sont encore en augmentation, comme le littoral. On parle de Nice notamment, on parle aussi de Marseille. Oui, tout le Pays Basque encore, qui est encore très très soutenu. Vous avez encore des petits coins comme ça où il y a encore plus, il y a plus d'acquéreurs que de vendeurs. Donc le marché s'est pas encore retourné. Mais c'est en train de disparaître tout ça. Hein. Alors, on ouvre l'œil. Vos bons conseils, Maître de Le Salle, vous allez me parler évidemment en tant que notaire, avant tout de l'emplacement déjà. Eh bien évidemment. Oui. Évidemment. Alors que ce soit pour soi, pour se loger. Mais on a souvent tendance à l'oublier quand on investit pour du locatif. Il faut se projeter à la place du locataire en disant, est-ce que si j'achète ce studio, ce deux pièces, je m'y vois?
Parce que si vous vous y voyez pas, ça veut dire que c'est pas bon. Et c'est vrai, c'est parce qu'on a toujours tendance à dire, allez, si, c'est pour un locataire, c'est pas moi, c'est pas grave. Ben si, parce que si vous voulez vraiment louer et éviter une vacance locative, même en marché tendu, ou alors vous serez obligé de baisser le loyer si le bien, vous ne vous y voyez pas dedans. Donc là, vraiment le côté, la location, c'est la règle d'or, de toute façon dans l'immobilier, hein, c'est de savoir où vous mettez les pieds. Et là, je rejoins très bien mon voisin, il faut vraiment faire gaffe à l'emplacement, mais un emplacement près de chez soi, parce que vous connaissez votre marché. Si vous ne le connaissez pas, vous allez au-devant de... oui, on peut, en visitant, comme ça, on peut se faire une idée sur les prix, parce que quand vous visitez un bien sur la Côte d'Azur, vous en visitez une dizaine, une vingtaine, vous commencez à affiner et à savoir combien ça vaut. Par contre, le loyer derrière, vous ne savez pas combien vous allez le louer. Sûr, ouais. Alors on a beau vous dire, oui, vous allez le louer tant, mais quelquefois, vous vous plantez complètement. Voilà. Il peut y avoir des mauvaises surprises. Là où il ne faut pas se planter non plus, c'est les démarches bancaires, d'anticiper en amont son budget plus en plus en ce moment. En ce moment, oui, absolument. En ce moment, j'ai envie de dire qu'il faut tout regarder dans les démarches bancaires, et notamment, si vous avez la mauvaise habitude de fumer ou d'avoir eu des problèmes de santé qui peuvent vous faire exploser l'assurance décès, eh bien, ça peut vous faire passer au-dessus du taux d'usure. Et du coup, vous aurez un refus de prêt. Donc, il faut faire gaffe à tout en ce moment. Les travaux à tous les deux, j'ai envie de vous demander quand même tout ce qui est décote par rapport à ces logements qui sont classés F ou G. Est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, Stéphane? Alors, il y a heureusement sur la sortie des passoires thermiques, il y a déjà de prévu des possibilités de s'en affranchir, entre guillemets, notamment parce qu'on est sur des bâtiments classés ou qui sont... Bon, et il y a aussi ou alors lorsqu'on fait de la location courte durée. Oui. Aussi, hein. Ou en copropriété. Ou en copropriété, si effectivement la copropriété ne vote pas les travaux nécessaires, il faut redemander chaque année à ce que la copropriété le refuse, ça vous permet de louer quand même. Mais il y a d'autres moyens, et notamment, j'ai oublié de vous en parler tout à l'heure, un marché qui marche très fort et qui permet de s'affranchir de la problématique pour l'instant des passoires thermiques et du plafonnement des loyers, c'est de conclure avec un locataire qui ne va pas faire du logement que vous lui proposez sa résidence principale. Soit parce que c'est de la courte durée, soit c'est qui se développe de plus en plus, notamment à Paris, pour un logement en tant que pied-à-terre, notamment avec le développement du télétravail. Donc ça, c'est un marché qui a toujours existé, mais qui explose depuis le Covid et le télétravail. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vivent à Reims, à Poitiers, ou que sais-je, et qui viennent passer 3 jours à Paris, donc 2 nuits, mardi, mercredi, jeudi, très souvent. Et donc, ils ont besoin quand même d'un appartement, les hôtels étant au prix qu'on connaît, et puis bon, proposer ses affaires, etc. Donc, ils louent des appartements, mais comme ce n'est pas leur résidence principale, vous pouvez leur faire un bail civil. Ce n'est pas un bail 89, donc, et si vous leur faites un bail civil, vous n'êtes pas concerné par le plafonnement des loyers, vous n'êtes pas concerné pour l'instant. Pour l'instant. Le gouvernement y pense beaucoup. Il réfléchit très par rapport au... Enfin bon, je veux dire, interdire, notamment pour la location courte durée, les passoires thermiques, ça va être quand même un peu compliqué pour les cabanes de pêcheurs dans les calanques ou les bergeries en Corse, etc. On s'éloigne de l'Île-de-France. Oui, bien sûr. Les stations sport d'hiver ont des soucis. Voilà, Isola 2000, c'est 90% de passoires thermiques. Toutes les stations de ski des années 60-70 notamment, c'est une immense majorité de passoires, donc ça va quand même être un peu compliqué. Mais enfin, pour l'instant, effectivement, avec ce bail civil, pour les allergiques à la réglementation, pour les gens qui ont peur, ça peut être une idée pour déplafonner ses loyers, etc. Donc voilà, il y a des solutions quand même, heureusement. Autre solution, maître Delsal, et justement, pour continuer, pour poursuivre sur ces logements classés F et G, et ces travaux, et notamment et l'haussmannien. Oui, là, c'est ce que disait mon voisin, c'est que aujourd'hui, il y a quand même des échappatoires en matière de copropriété, ou parce que il y a l'ABF, cet architecte des bâtiments de France, qui va vous dire non, là, il n'est pas question de faire des travaux sur la façade. Ok, donc du coup, refus du permis de construire pour améliorer la thermique du bâtiment, ça vous donne la possibilité de louer. Donc ça, c'est vraiment, il y a eu encore des arrêtés ou des décrets cet été là-dessus pour bien confirmer la loi qui avait prévu ça. Donc là, maintenant, les choses sont bien posées. Pour autant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des aides qui ne sont pas négligeables. Il y a des aides étatiques, il faut vous renseigner, municipales, voire régionales.
ce qu'on appelle la prime rénov améliorée, et qui vous permettent quand même de prendre en charge des installations de pompes à chaleur et autres. Donc renseignez-vous quand même, parce que quelquefois, vous pouvez gagner en étiquette énergétique 1 ou 2 étiquettes. Et quelquefois, il y a même des méthodes toutes simples. Je pense à une chose, c'est ce qu'on appelle de la peinture plastifiée. Et mettre de la peinture plastifiée sur des murs de façade vous fait souvent gagner une étiquette. Alors c'est pas terrible pour la façade, parce que si vous mettez également sur la façade de la peinture plastifiée sur la rue, ça veut dire que la façade est encapsulée et que tout ce qui est ferraille à l'intérieur, dans 10 ou 20 ans, ça peut exploser. Mais bon, voilà, sachez qu'il y a une petite méthode assez facile. Vous vous arrangez avec le diagnostiqueur en leur disant je vais mettre de la peinture plastifiée, est-ce que vous m'améliorez mon étiquette ou pas? Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut, c'est des petits trucs. C'est une bonne idée, ça? Oui. Alors, il y a notamment pour les maisons en pierre, je sais qu'il y a des problématiques aussi que la pierre ne respire plus si on double par l'extérieur, etc. Donc, bon, il y a des bâtiments qui s'y prêtent moins. Je crois que l'urgence aussi, et Bruno Le Maire s'empare du problème, l'urgence aussi, c'est peut-être de réviser le DPE. Parce que le DPE, c'est pas fiable, quoi. Enfin, tout le monde s'en rend compte. C'est prévu. Moi, je m'en rends compte régulièrement parce que. Si c'est annoncé aujourd'hui, ça casserait la dynamique aussi, à la fois des artisans. Donc, ça devrait être. Là, on parle notamment du calendrier et aussi sur le DPE de revoir. Mais c'est tellement important. De revoir la superficie. C'est tellement pour les petits logements. Pour les petits logements, c'est quand même compliqué, mais c'est tellement important le DPE aujourd'hui. Il y a un problème de fiabilité. 60 millions de consommateurs avaient fait un test. Ils avaient pris 3 ou 4 maisons. Ils avaient fait venir à chaque fois 5 diagnostiqueurs. Il n'y avait pas un DPE qui était le même. Donc c'est quand même un peu compliqué. Aujourd'hui, toutes les chambres de bonne des immeubles haussmanniens sont en G-, avec les toits en zinc, etc., qui est un très mauvais isolant. Elles sont toutes en G-, donc elles sont toutes potentiellement interdites de location dès l'année prochaine. Je dirais que la tension qu'on a déjà, si tous les derniers étages d'immeubles haussmanniens, Art déco, tous les immeubles toits zinc sont exclus du parc, ça va quand même être compliqué. Donc il faut quand même, je pense, d'urgence revoir le DPE. Le gouvernement en est un peu conscient. Parce que là, c'est quand même une problématique vraiment importante. Et je pense aussi le principal problème pour les passoires thermiques, c'est les artisans, parce qu'il n'y a pas les artisans. Aujourd'hui, les artisans RGE, je pense que c'est même pas 5%, je crois, des artisans qui sont labellisés RGE. Pour obtenir les aides, effectivement, qui sont nombreuses, il faut des artisans RGE, etc. Et aujourd'hui, les artisans RGE sont complètement débordés. Voilà, là, il faudra aussi remettre des gens dans le circuit pour faire des travaux. On va un peu vite en besogne. Maître de Lessel, justement, on l'évoque, des propositions des notaires du Grand Paris, peut-être pour fluidifier un petit peu le marché. En tout cas, il y a des propositions. Oui, on a fait des propositions auprès des pouvoirs publics, propositions fiscales essentiellement. Alors il y a des propositions aussi du dernier congrès, qui étaient un peu moins fiscales. C'est assez basique. C'est déjà un moratoire sur le Pinel, sur l'investissement Pinel, qui dispositif d'investissement locatif, notamment dans le neuf. De dire voilà, compte tenu de la crise en ce moment, ça serait bien de ne le supprimer que dans 1 an ou 2. Donc de le prolonger. Voilà. Dès l'instant aussi où on fait des travaux, justement, des travaux d'amélioration, y compris énergétique bien sûr, ça serait de donner un abattement en cas de transmission du bien. En fait, pour intéresser les familles à la rénovation du parc immobilier qu'ils ont, et serait on exonère de, par exemple, 50% les droits de succession du bien qui a été revalorisé, parce que voilà, on travaille pour la planète, et donc du coup, récompense, on aurait un abattement sur les droits de succession, et également pour les primo-accédants, parce qu'on ne les oublie pas, ça serait une vieille méthode qui existait il y a une vingtaine d'années, c'est tout simplement de déduire des intérêts d'emprunt, de défiscaliser des intérêts d'emprunt des primo-accédants. Peut-être pas tout le monde, mais voilà, au moins des primo-accédants. Donc voilà, ça c'était des propositions fiscales. Les grandes lignes, oui. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais qui ont été annoncées et portées auprès des pouvoirs publics. Après, il y a les propositions du Congrès il y a pas mal de propositions techniques. Ça, vous le savez, c'est notamment de généraliser, d'instituer des permis de construire qui peuvent être réversibles. Oui. Pour que le bâtiment soit plus souple et qu'on ne soit pas coincé dès qu'on veut changer. Les bureaux, les logements et autres. Tout ça, c'est pour améliorer
le nombre de logements. On a pensé aussi à un statut de bailleur privé, donc voilà, comme beaucoup, mais l'Arlésienne. Un statut plus logique, en fait, d'asseoir un peu les mêmes règles pour le meublé et le vide, mais au choix du contribuable. De dire, voilà, moi, que ce soit du meublé ou du vide, je choisis, par exemple, d'être à l'impôt sur les sociétés ou pas. Et je choisis d'amortir ou pas. Voilà, mais ça serait un choix du contribuable, par exemple. Et Stéphane Descartiers, pour conclure, les propositions de la maison de l'investisseur. Alors, les propositions, effectivement, enfin le statut du bailleur privé, ça c'est vrai que c'est un serpent de mer, enfin dont on entend parler depuis au moins une quinzaine d'années. Ce serait effectivement le bienvenu, notamment parce que il y a eu une bascule vers le meublé de la part des investisseurs, c'est évident depuis des années, à tel point que certains marchés même saturent quasiment en meublé, parce que effectivement le meublé c'est plus souple. Et c'est fiscalement beaucoup plus intéressant. Donc, qui veut moins de souplesse et plus d'impôts? En fait, personne. Donc, il y a énormément de bailleurs qui ont basculé du nu vers le meublé et qui pratiquent notamment l'amortissement, ce qui fait que globalement, ils arrivent à annuler leur impôt pendant des périodes de 10-15 ans avec les reports, etc. Donc, voilà, donc de pouvoir harmoniser, alors peut-être en échange, entre guillemets, pour l'investisseur, pour le bailleur, d'avoir un loyer peut-être un peu en dessous du marché, et puis bien sûr d'avoir un logement digne, bien évidemment, mais aussi performant sur le plan énergétique, donc peut-être avec des contreparties, mais de pouvoir amortir, y compris le nu, parce que le nu, plus personne ne veut en faire aujourd'hui. Voilà, donc c'est clair que d'aligner la fiscalité du nu, en tout cas vers celle du meublé en termes notamment de fiscalité, serait une très bonne chose et permettrait là aussi de fluidifier le marché et de relancer le nu qui est aujourd'hui à la peine. Oui, c'est là où il faut se renseigner justement sur là où vous investissez. Est-ce que justement le marché locatif meublé et pas justement il y a trop d'offres et que vous aurez du mal à trouver un locataire? Mais aujourd'hui, louer c'est là vraiment connaître son marché. Ça fait. Connaître son marché, bien c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. Il y a tellement de choses à dire, on en refera. Là, on peut en parler pendant une journée. Merci en tout cas à tous les deux pour vos éclairages. Merci pour vos bons conseils. Maître Delessal, porte-parole des notaires du Grand Paris, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Stéphane Descartiers, fondateur de la Maison de l'Investisseur, merci beaucoup. À bientôt. Et à très bientôt pour une prochaine émission Figaro Immo.